Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania, care tocmai a început astăzi la Cluj, România. Suntem onorați ca până pe duminică să ne întâlnim cu editori și cu scriitori extraordinari din 8 țări. Și astăzi începem maratonul nostru, pentru că pot să-i spun și un maraton, cu un invitat de excepție. Ne bucurăm enorm că am reușit cu un ajutor mare din partea doamnei profesor Rodica Baconski și a doamnei Alina Pelea, să îl avem invitat special la cea de-a 7-a ediție a Festivalului Internațional de Carte pe domnul Gilles Jobidon, prozator, poet, critic de artă, regizor de spații muzeale și expoziționale. Ce să vă spun? Suntem bucuroși că domnul Jobidon a acceptat invitația noastră și vom vorbi și despre o lansare în premieră a cărții domniei sale, Seninul pustit, în traducerea doamnei profesor Rodica Baconski și a doamnei Alina Pelea. Ca și invitați astăzi, după cum v-ați dat seama, este domnul Gilles Jobidon, doamna Rodica Baconski și doamna Alina Pelea. Bonjour, messieurs, bonjour, madame, bună ziua! Bonjour! Dau cuvântul doamnei Baconski să facem introducerile. Bon. Bienvenue dans Gilles Jobidon au Festival du Livre Transylvania 2021. C'est la 7e édition de ce festival où la mairie est particulièrement impliquée. Monsieur Botta a fait une toute brève présentation de votre personne en tant qu'auteur, bien sûr. Et c'est à nous maintenant, disons, de reprendre un peu la relève et dire quelques mots sur vous. Vous êtes, comme Monsieur Botta l'a dit tout à l'heure, un romancier, poète. Moi, j'ai ajouté également metteur en espace d'exposition et de belles choses. En définitive, un passionné de l'Orient aussi, ça il faut le savoir pour bien comprendre le livre dont nous allons parler tout à l'heure. C'est un plaisir, un véritable plaisir que de vous avoir ici, ne serait-ce que virtuellement, pour ainsi dire, parce que, en définitive, ce prix de la francophonie, ce prix des 5 continents aurait dû vous faire passer par Cluj, entre autres, et passer l'océan pour voir un peu l'Europe, du moins pour voir peut-être aussi le continent africain, afin de présenter votre livre. Hélas, disons comme Chateaubriand, nous naissons dans un monde, nous mourrons dans un autre. C'est-à-dire qu'après la pandémie, notre monde n'est plus le même et voilà que cela vous empêche de venir en chair et en os nous voir à la maison. C'est nous qui entrons dans votre maison du Pou, en Gaspésie, nous le savons, au bord de l'océan et nous allons aussi vous laisser parler, nous dire tout ce que vous pensez de l'œuvre que vous avez entrepris, de l'œuvre que vous allez entreprendre par la suite, et nous faire part, disons, de peut-être aussi des échos que le Tranquille affligé a suscité dans le monde. Je pourrais dire tout simplement que le Tranquille affligé n'est pas un livre tout seul, n'est pas un livre en soi, c'est aussi une composante d'une série de 6 romans, dont le premier, La route des petits matins,
que je traduirai en roumain Dimineața de vreme pe drum, l'âme sœur, et là je me suis permis de traduire l'âme frère, pardon, justement, mais je vais vous dire pourquoi. La langue m'a fourché. L'âme frère que je traduirai en roumain par inim frate, donc cœur, sœur, voilà, donc en jouant un peu sur les genres. Puis Combustio, qui parle de l'incendie de Londres. La petite B, une petite merveille, parlant de la fille hypothétique, disons, de Baudelaire. Et enfin, le tranquille affligé. On verra la suite du tranquille affligé. Peut-être allez-vous nous toucher un mot là-dessus. Gilles Jobidon, vous avez la parole. C'est vraiment un très grand plaisir de parler aujourd'hui, de vous rencontrer virtuellement. Je vais d'abord parler du Tranquille affligé, qui est le cinquième roman d'un cycle romanesque qui en cumulera 6 et dont chacun s'inspire d'un élément, donc élément occidental ou élément oriental, parce que les orientaux partagent avec nous les 4 éléments que nous avons, l'eau, l'air, le feu et la terre, mais ils ont aussi le métal ou l'or et le bois. Alors, pour le Tranquille affligé, j'ai élevé le niveau de difficulté en combinant 2 éléments spécifiques à la culture orientale, l'or et le bois. Et alors que les autres œuvres de ma démarche ne contenaient que des propriétés symboliques d'un seul élément, le Tranquille affligé amalgame les composantes de l'or, c'est-à-dire au niveau symbolique, la recherche de l'absolu, la quête de l'immortalité, etc., à celles du bois, qui sont la matière, la croissance, la verticalité, l'expansion, la science et la réflexion. Et puisque l'univers symbolique fonctionne en bipolarité, on y rencontre des thèmes rivaux, comme par exemple la surexploitation des ressources, les désordres écologiques, les bouleversements sociopolitiques. Le Tranquille affligé s'inscrit dans une tradition littéraire qui me rejoint par sa concision, sa musicalité et sa puissance évocatrice. Cette tradition m'a été relayée par des auteurs, donc il y a toute la famille européenne des auteurs qui m'ont influencé, c'est-à-dire Marguerite Duras, Alessandro Baricco, Pascal Quignard, Mathias Hénard, Christian Bobin, Jean Giono, Patrick Modiano, et aussi la famille nord-américaine qui est un peu moins importante, mais surtout Anne Hébert et Michael Cunningham, entre autres. Pour le Tranquille affligé, j'ai commencé à avoir une certaine influence aussi de la BD et de l'illustration. Il faut vous dire que je suis quelqu'un qui vient du milieu des arts visuels. J'ai étudié aux Beaux-Arts et en histoire de l'art avant de faire la mise en espace de plus de 200 expositions. Donc, j'ai été influencé par mes premières amours de lecture alors que j'étais enfant, par la BD et par l'illustration. Donc, je pense, j'ai revisité certaines BD que je n'avais pas vues enfant, mais qui m'ont influencé maintenant, c'est-à-dire Hugo Pratt, par exemple, Hergé, Michael Sowa, qui est un illustrateur allemand. Alors, mon type d'écriture dans Le Tranquille affligé, non pas dans tous mes livres, mais dans Le Tranquille affligé, s'apparente au découpage technique et à l'économie des moyens de la BD et du cinéma aussi. Et la BD qui allie le texte à l'image avait été reléguée pendant un très très long moment au territoire de l'enfance, mais je pense qu'elle est en train d'entrer dans le territoire des adultes depuis au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, et je me suis inspiré de ça. Alors, toutes ces entités littéraires, le roman, la BD, les influences du cinéma et de la musique aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la musique des mots qui m'intéresse particulièrement, interagissent en moi de façon à me libérer de la dictature de la linéarité
tout en racontant une histoire. Dans le tranquille affligé, on est du côté du diffus, de l'intangible, du poreux, de l'ambigu, qui fait contrepoids à la logique et à la structure en vue de créer un récit organique. Il ne faut pas oublier que quand on est en création littéraire, quand on écrit, on est sur un pont entre l'inconscient et le conscient. Donc, l'œuvre qui en devient le produit, si on veut, n'est ni du côté du conscient, ni du côté de l'inconscient, mais est une espèce d'amalgame entre les deux. Le tranquille affligé est composé en tableaux. C'est de la prose poétique narrative. Donc, de la prose qui a un caractère poétique au niveau de l'écriture, mais qui est aussi narratif, c'est-à-dire qui raconte une histoire. Et je vous parle de tableaux et non de chapitres de façon à souligner que mon écriture est issue d'influences qui puisent à travers différentes pratiques artistiques telles le théâtre, la musique, mais surtout les arts visuels, parce que je suis une forme de transfuge, je suis un réfugié dans le milieu littéraire. Pour vous dire, lorsque j'ai commencé à travailler sur le tranquille affligé, j'avais beaucoup de références visuelles ou architecturales ou par rapport au jardin et à la culture chinoise, mais je ne savais à peu près rien de l'histoire proprement dite de la Chine avant de me pencher sur cette thématique. Et je vais vous dire un secret, le tranquille affligé est un détour pour parler d'une petite planète qui tourne en rond. Quand j'ai lu sur ce qu'on a appelé de façon abusive la guerre de l'opium, qui a duré plus de 200 ans avant que la Chine soit conquise, j'ai été absolument dégoûté par cette pratique-là et qui a été initiée par un État narcotrafiquant qui a opéré de la même manière ici en Amérique, en faisant du trafic d'alcool pour que les Amérindiens soient vaincus, par exemple, pour prendre l'Amérique. Mon travail de recherche allié à mon imaginaire m'aide à concevoir une forme de plan, de babillard, qui est un amalgame d'images et que je colle sur un mur et qui m'inspire. Et à travers une espèce de magma de mots et d'idées et de réduction, je réduis, par exemple, 12 pages peuvent devenir 2 pages ou une demi-page. Donc, ce que vous lisez, c'est un peu la réduction d'un bouillon de soupe qui était énorme et qui devient très, très, très réduit. Ça fait référence aussi à ce que Michel-Ange disait lorsqu'il extrayait un personnage de la matière per via di levare, c'est-à-dire par soustraction. Et ça fait naître des personnages comme Jacques Trévier ou Armand Pive, où on rencontre la solitude de l'artiste, du scientifique et de l'intellectuel dans son désir de réinventer le monde, tout en devenant des victimes immolées du pouvoir. Cela traite aussi également de la domination d'un peuple par un autre. Je crois que c'est un air connu chez beaucoup de peuples. C'est aussi une histoire d'amour entre un jésuite défroqué et de Flore, une noire albinos. Donc, en gros, dans une Chine qui est obnubilée par la présomption de sa supériorité et par la superstition, on se trouve en 1858 et 1860 à une période où l'Occident est pressé par des besoins d'expansion et des influences philosophiques et esthétiques nouvelles. Il va s'arracher, l'Occident va s'arracher les produits chinois. Il va copier les technologies chinoises.
il y avait énormément de technologies chinoises qui ont influencé les nôtres. Et on est en présence d'une période où l'utilisation intempestive des matières premières, des trafics, de l'espionnage et des vols technologiques vont miner l'équilibre social et environnemental de ce pays. Donc, la thématique de l'exploitation des ressources de l'autre, à travers son incompréhension et le rejet de ses valeurs, va y être traitée. Et tous ces thèmes nous rappellent étrangement notre époque qui est marquée par le protectionnisme et l'exploitation des peuples moins avancés militairement et technologiquement. Donc, bien que je m'inspire dans ce roman de la Chine du 19e siècle, je ne cherche pas à illustrer cette période-là. J'explore de façon romanesque les émotions humaines qui sont relatives à la collision des valeurs, qui sont diamétralement opposées entre l'Occident et l'Orient et qui participent encore aujourd'hui à l'actualité. En fait, l'Orient et l'Occident ne se sont jamais rencontrés, ils sont rentrés en collision. Mon parcours artistique est intimement lié à la création comme une manifestation du sacré, de par mes intérêts, ma formation en histoire de l'art et en art visuel. Je m'intéresse depuis le milieu des années 60 au courant minimaliste, qui a été lui-même influencé par le modernisme, le Bauhaus surtout, ainsi que la philosophie et les arts orientaux, chinois, japonais, où le principe de vacuité et de dépouillement sont en équilibre par contraste avec la profondeur de contenu de l'artiste qui travaille à partir de ces matériaux-là. L'art est pour moi un véhicule où le vide est aussi important que le plein et le vide fait état de l'enracinement spirituel, méditatif du créateur. Pour vous dire, le baroque n'est pas ma tasse de thé. Et puis, je me dis qu'un peu de respiration et de silence ne nous feront sûrement pas de mal en ce monde où le spectacle et l'agitation dégoulinent de partout. Quant au sacré, je m'y intéresse de façon inconsciente. Je n'ai aucun rapport avec une religion en particulier. Le sacré me vient à travers l'étonnement qui traverse mon écriture et qui me surprend moi-même, comme une sorte d'épiphanie, parfois. L'épiphanie est une manifestation soudaine de ce qui est caché et qui dévoile des aspects de l'inconscient collectif ou personnel. Donc, souvent, c'est à l'intérieur de ce magma de texte où un personnage ou une situation va faire ressortir quelque chose que je vais développer ou que je vais concentrer dans une très petite phrase ou dans un très petit paragraphe. Ce qui m'intéresse particulièrement dans le sacré, c'est sa fulgurance. C'est quelque chose qui est comme un éclair qui nous traverse. Et l'écriture romanesque est pour moi un terrain où l'alliage des mots, le silence, les images et la musique des mots forment une espèce de chambre d'écho et qui interpelle constamment l'intelligence du lecteur. Alors c'est un peu ça. Pour moi, l'écriture du tranquille affligé, ce que j'ai développé à travers ce roman. Voilà, c'était une belle leçon, disons, d'écriture et de littérature que vous nous avez fait là. Et justement, en pensant à votre littérature, à votre écriture, que je connais déjà depuis non seulement depuis Le Tranquille Affligé, mais en lisant également La Petite Bée, je me suis permis, disons, d'essayer. Vous savez, le métier de professeur ne s'oublie jamais. Alors, j'ai essayé un tout petit peu de donner une certaine consistance, un certain axe, disons, à votre type de littérature.
et en relisant mes classiques, je suis arrivée à la conclusion qu'on pourrait dire de la littérature contemporaine, et je parle vraiment de la littérature des dernières 20 années, on pourrait en parler comme d'une littérature à la fois consentante, c'est-à-dire un type de littérature qui est un mixte en fait de toutes sortes d'histoires, où la narration est particulièrement émotive, où la sentimentalité l'emporte sur l'écriture. Une littérature concertante qui, elle, est une littérature de provocation, une littérature très attentive au mode, voilà, et qui est disons, une littérature d'une rébellion parfois violente, qui parle de sexe, notamment insiste sur le thème. C'est, je pense que Barthes l'aurait nommé la littérature des écrivains et non pas la littérature des écrivains, justement. Et enfin, une littérature d'une autre nature. Je consulte mes notes. J'ai voulu toujours donner un peu d'appui. La littérature déconcertante, la littérature paradoxale dont votre livre fait partie. Pourquoi? Parce que c'est une littérature qui prend en quelque sorte à revers le sens commun. C'est une littérature qui destine au lecteur les interrogations qu'il la travaille en tant que littérature et qui travaille celui qui la crée. Justement, ces thèmes que l'on dit de toujours, la vie, la mort, le rapport à autrui, disons la sagesse et au contraire la révolte font partie, enfin constituante, je dirais, de ce genre d'écriture, de ce genre de littérature. Et pour ce qui est, disons, de vous, je pense que ce qu'il y a de plus intéressant du point de vue philosophique, je dirais dans la lecture du Tranquille, c'est le fait que vous essayez de réconcilier le personnage avec le monde et avec lui-même. Tout le drame, toute la tragédie du personnage dont les ressorts sont multiples, finit dans cet essai, je dirais, presque enfantin de vouloir rejoindre une sorte de sagesse innée du monde, une sorte de sagesse qui s'appuie sur les éléments, justement. Mais vous parlez là de vent, d'herbe, disons de jardin qui refleurit, et ainsi de suite. C'est à la fois, enfin, votre littérature et la littérature que j'ai dit déconcertante ou paradoxale est aussi une littérature qui interroge en même temps sa pratique et sa forme. C'est-à-dire une littérature qui brise, enfin du moins la vôtre, brise les articulations de la prose. Vous êtes capable de briser la phrase en petits fragments tout en respectant en fait une syntaxe qui coule de soi, une syntaxe extrêmement fine et qui met l'accent sur ce qu'il faut que le lecteur comprenne, mais qui permet également au lecteur de continuer sa rêverie au-delà, disons, des raccourcis que vous lui avez proposés. C'est une littérature critique, et critique de plusieurs points de vue. Non seulement critique dans le sens de Deleuze, qui, à la suite de Proust, dit qu'une littérature qui invente, s'appelle littérature, une littérature qui invente dans la langue une autre langue. Et Proust disait que les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère, c'est-à-dire une langue qui tranche sur le commun des mots. Donc, critique de ce point de vue-là, elle l'est, votre littérature, parce que vous avez disons, un éventail de mots, une finesse dans le choix du mot adéquat tout à fait particulière, mais elle est critique aussi parce qu'elle tranche sur le prêt-à-penser culturel. Elle tranche sur sur les lieux communs, sur
ce genre de choses que Flaubert convoquait dans son Bouvard et Pécuchet. Justement, c'est une littérature aussi qui tranche sur le prêt-à-porter culturel, également non seulement prêt-à-penser, parce que c'est une littérature qui cherche une autre touche, un autre type d'approche. Et c'est justement ce côté pictural que vous donnez à votre littérature et qui rappelle par plus d'une fois les impressionnistes. Et je me permets ici de faire une toute petite confession. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'étais à Munich en train de visiter une exposition de l'impressionnisme canadien. J'ai été particulièrement impressionnée, comme connaissant assez bien l'impressionnisme français, enfin les grands maîtres de l'impressionnisme français, j'étais impressionnée par la manière tout à fait particulière dont les peintres québécois, enfin canadiens en général, avaient traité la matière. Et j'ai été impressionnée notamment par le frémissement de la lumière et par cette joie. C'est ça qui est intéressant justement, parce que votre prose est à la fois une prose qui s'éclate dans la joie et une prose qui se resserre, je dirais, dans une certaine mélancolie. Et j'ai fait le rappel justement de cette exposition parce que elle était très proche, je pense, de la manière dont j'ai compris votre livre. Votre littérature est aussi, je dirais, déconcertée, non seulement déconcertante, mais aussi déconcertée, en cela qu'elle met le doigt justement sur les problèmes, enfin, elle s'avance, je dirais, là où le savoir peut-être déraille ou a du mal à s'exprimer. Vous tirez de l'histoire, je dirais, une sorte d'essence que les historiens parfois n'ont pas su tirer, n'ont pas voulu peut-être tirer toujours. Et là, le livre vient combler, je dirais, un manque, tel que vous le décriviez tout à l'heure. Voilà, Gilles Jobidon, une interprétation possible, disons, de votre écriture. Et je pense que, enfin, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes d'accord avec moi ou non. Je suis pas mal d'accord, surtout lorsque vous parlez de lieux communs qui sont véhiculés par l'histoire, par exemple, et vous parlez de joie et de mélancolie qui sont tressés ensemble, et ça me rappelle beaucoup le tango, où dans le tango, on sent à la fois cette joie immense et cette mélancolie qui s'entremêlent, et ça me parle énormément, ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, je suis charmé de voir que vous pensez ça. Ouais. Bon, c'était la moindre des choses que de penser. Est-ce que vous nous permettez également de poser des questions? Oui, pas de problème. Oui. Alina? Merci. J'ai beaucoup découvert en vous écoutant. Je connaissais déjà à fond le Tranquille affligé et j'ai encore trouvé des éléments nouveaux. Et je voudrais vous poser une question qui porte sur l'histoire, parce que moi, je suis particulièrement fascinée par votre façon de façonner l'histoire que l'on considère vraie, ou l'histoire enregistrée par les spécialistes, pour nous donner ensuite une autre histoire qui a sa propre vérité à elle. C'est une histoire qui est nourrie par votre imagination débordante, par une écriture qui se réinvente à chaque fois et par une langue inouïe, je dirais, qui charme et torture à la fois le traducteur. D'où vient votre choix de partir d'un petit fait vrai pour arriver à une autre réalité? Est-ce qu'il y a un lien avec cet étonnement dont vous parliez auparavant, avec les épiphanies dont vous parliez? Je vais commencer par vous dire une phrase que je trouve particulièrement éclairante. Pierre Barbéris, qui était un intellectuel français, a dit « L'histoire dit mieux l'histoire que l'histoire ». Alors, je vous explique. L'histoire avec un petit h
Donc, la petite histoire, donc la fiction, dit mieux l'histoire tout en majuscule, donc la période historique dans laquelle on se trouve, ou les autres, que l'histoire, L' avec un grand H et des minuscules, c'est-à-dire la, 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 les historiens, par exemple. Vous voyez, donc la discipline historique, c'est ce que je cherchais. La discipline historique fonctionne sur une route balisée. La littérature, elle, ne fonctionne pas de cette manière-là. Elle va travailler à travers la dissonance, l'effraction, la transgression. Elle va dire, comme disait Rodica tout à l'heure, l'inavouable, le tabou, l'interdit. Et à mon sens, c'est une forme de contre-pouvoir qui se permet une sorte de contrepoids au discours de certitude et idéologie que l'on retrouve de façon innommable actuellement dans les médias et dans la désinformation qui pullule, notamment sur Internet. Et pour vous répondre, Alina, je dirais cet adage chinois qui parle beaucoup de ce qu'est la fiction, qui est un peu étrange, mais quand on y pense, c'est intéressant. Alors les Chinois disaient, les Chinois anciens disaient faux, faux, vrai, 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 faux, faux. Donc c'est une espèce d'amalgame, la littérature et la fiction et la petite histoire qu'il y a dans la fiction qui part d'un tout petit élément, d'un tout petit personnage, va dire beaucoup plus que tout ce que les grands historiens, d'une autre manière, ce qui ne veut pas dire que les grands historiens n'ont pas leur place, mais il va dire des choses, par exemple, ce que disait Solzhenitsyn dans sa littérature, je suis sûr que les historiens n'ont pas révélé ces choses-là de cette même manière. Par exemple, dans Le Grand Troupeau de Jean Giono, le titre du roman va jouer sur la métaphore du bétail humain qui est devenu la masse de soldats qui ont été broyés par la guerre en 14-18 et qui va fonctionner en miroir avec cet immense troupeau de moutons qui, dès le début du roman, dès le début des premières pages du récit, vont parler de la marche forcée de l'alpage et des bergers qui sont mobilisés pour participer à la guerre. Donc, il va rester 2 ou 3 vieux bergers qui vont s'occuper de moutons. Et ces moutons-là, il y en a qui vont être... Et c'est vraiment une métaphore pour parler de la guerre. Quand la langue inouïe dont vous parlez et des largesses qui charment et torturent le traducteur, j'aimerais vous dire que les pépites d'or qu'il peut y avoir dans le texte ont demandé énormément de travail à celui qui est descendu tout seul dans la mine pour les extraire. C'est un peu comme ce que je vous répondrai. Eh bien, moi, je vous poserai une autre question qui me taraude, il faut le dire. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de revoir le livre dans le miroir d'un autre livre, à savoir pourquoi avoir fait paraître, c'est la faute à l'ostensoir, justement, peu après le tranquille affligé. OK. La faute à l'ostensoir, c'est un carnet d'écrivain, premièrement, qui ne fait que 100 pages. C'est une forme de journal créatif, si vous voulez, où, de façon toute personnelle, celui qui écrit peut dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris à propos de divers thèmes qui l'interpellent, à travers, entre autres, sa démarche de création. Il permet le vagabondage et l'exploration pure. Il a une totale liberté, sans chercher à poursuivre un récit, à donner une vérité à un personnage ou à un autre, parce que ça demande beaucoup plus de travail d'écrire un roman qu'un carnet d'écrivain. Donc, à travers ces 100 pages où je parle de toutes sortes de thèmes, entre autres sur mes réflexions sur le roman que je suis en train de terminer à cette époque-là, je suis dans des périodes de repos et je parle, par exemple, des blocages de l'écriture ou des attentes
pendant les attentes où le roman est en révision, où il va être imprimé, il y a de très longues attentes parfois. Ce carnet d'écrivain-là était déjà commencé depuis très longtemps. Et je ne parle du Tranquille et Figé que sur 4 à 5 pages. Ce n'est pas un travail où j'ai justifié. J'étais simplement en train de parler de ces personnages-là qui m'habitaient et tout ça, mais ou qui m'avaient habité parce qu'il était presque terminé à ce moment-là. J'y parle par exemple d'une autre expérience d'écriture de Combustio qui fait plus de 300 pages et qui m'a pris 8 ans de recherche et de rédaction. Alors, pour vous répondre, Rodica, je n'ai pas eu aucun besoin de revoir mon livre, mais de partager mes expériences, par exemple, à propos de l'amour-haine que fait naître l'écriture en moi parfois. C'était plutôt C'est ça. pour cela probablement que le livre est particulièrement intéressant. On va le, on va le demander aux éditions Les Mercres, certainement, pour l'avoir sous la main. À quoi travaillez-vous actuellement? Actuellement, je travaille dans un 6e roman qui fermerait le cycle des éléments Ouais. dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, il va boucler ce cycle-là. L'ultime élément à traiter, et c'est tout à fait, ce n'est pas surprenant de ma part, c'est Oui. la Terre. S'il y a quelqu'un qui n'est pas La Terre. qui n'a pas les pieds sur la Terre, c'est bien moi. Le titre de travail, c'est Histoire de moi, en majuscule, Ouais. et en tout petit, en dessous, en tout petit, et de quelques autres. Et c'est la clé de voûte sur le cycle que je travaille depuis l'an 2000. Mon parcours artistique est intimement lié à un besoin d'ailleurs que j'ai. Le manuscrit est une sorte de roman total qui va opérer de façon polyphonique et qui va allier aussi la musicalité du texte à la création d'images. Ce n'est pas un roman graphique, mais il va y avoir des aspects graphiques dans ce roman. Par exemple, comme j'ai fait un peu dans Le Tranquille Affligé, mais vraiment où il y en a très, très, très peu, cet élément des jurons chinois, par exemple, à la page 98 de la version française, ou comme dans une BD, il y a un juron chinois dans le texte, et en dessous, en note en bas de page, il y a le juron chinois qui est traduit en juron français, mais qui n'est composé que d'éléments graphiques. Donc, c'est une espèce de clin d'œil, de sourire. Et j'ai besoin de ça parce que je trouve que la langue est parfois trop descriptive et je ne veux pas entrer là-dedans et pas assez évocatrice. Donc, ce n'est qu'un clin d'œil. Dans certaines parties que j'écris actuellement, j'ai l'impression d'avoir 9 ans. Je reviens à cette première littérature que j'ai lue, qui était la BD. Et c'est très agréable à écrire, mais aussi avec des moments toujours de grand vide où je ne sais absolument pas où je m'en vais. C'est difficile, mais il ne faut pas que ça paraisse et il faut que ce soit intelligible à la fin. Et dans le seul film qu'elle a réalisé, le film qui s'intitule La plainte de l'impératrice, Pina Bausch a dit: il y a parfois des situations où on ne peut rien dire, où on est sans voix. Il s'agit alors de faire deviner quelque chose, même avec les mots. Il ne s'agit pas de mots, mais de faire deviner quelque chose. Donc, dans l'élémentaire qui est au centre de l'incarnation humaine, qui va combiner les thématiques de gestation, de création, d'action et de mystère à celles négatives de conflit, d'imperfection et de pollution, j'entre dans des ingrédients qui font partie de l'insondable destinée de notre planète, la planète sur laquelle nous vivons. Ces thèmes vont rappeler les enjeux sociaux qui nous confrontent présentement et les défis écologiques, par exemple, qui mettent en péril l'existence même des générations futures. Mais tout en faisant très attention de ne pas tomber dans le prêchi-prêcha, qui est quelque chose d'extrêmement désagréable en littérature. Le récit va se dérouler dans un port anonyme où, à l'intérieur d'un paquebot qui est bloqué par la brume, il va y avoir des personnages qui vont être sur ce paquebot-là.
Ce paquebot s'inspire du mythe fondateur de l'Arche de Noé qui est revisité et où les animaux de l'Arche de Noé vont être remplacés par des artistes qui ont été rejetés d'un territoire privé de liberté et traqués en raison des rêves ou des positions qu'ils ont poursuivis. On va se retrouver quelque part dans un 21e siècle largement entamé, aux limites d'une ville qui a été soufflée par un cataclysme et située à proximité d'un littoral où ce paquebot va attendre de lever l'ancre. On est à bord de ce navire qui est piégé et cette communauté d'artistes-là qui vont fuir un continent qui est à feu et à sang. C'est traité parfois au tu, à la deuxième personne du singulier, d'une certaine façon pour laisser une certaine ambiguïté pour que le lecteur se demande si le locuteur parle à quelqu'un qui est proche de lui à ce moment-là ou s'il ne l'interpelle pas directement au tu. Le personnage principal se nomme Cloud et c'est un surdoué, fabulateur, mythomane, obsédé par les héros qui s'inventent. Il se réfugie dans un monde imaginaire qui le protège des traumatismes qu'il a vécus ou qu'il anticipe. Donc, le lecteur va se retrouver parfois dans la tête du personnage, alors qu'il crée de toutes pièces un récit qui se déroule dans le Far West, ou plus tard, celle d'une brigadière scolaire. Je ne sais pas si vous avez ça en Roumanie, ces personnes qui vont faire traverser la rue aux petits-enfants lorsqu'ils vont à l'école. Et cette brigadière va se transformer en chanteuse de jazz et super-héroïne qui va... Les aubergines de France. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui va protéger les humains durant la nuit. Donc, il va y avoir une espèce d'interprétation de deux mondes, celui d'une fiction qui se déroule sur Terre et celui de ces personnages de BD qui entrent et sortent de leur propre territoire pour visiter le nôtre. Et toutes ces figures et ces différents personnages vont raconter sur des angles multiples un univers très sombre, mais qui va être allégé par la fantaisie, la poésie qui va régner à travers de ce paquebot de croisière qui va être bloqué dans la brume. Et en étant bloqué, ils vont rappeler l'apparente mobilité dans laquelle on se trouve sur une boule qui navigue à 1600 km à l'heure de rotation et autour du Soleil à 100 000 km à l'heure. Et on est là-dessus sans trop savoir pourquoi. Et plusieurs des figures qui sont présentées dans ce roman-là sont des transpositions de moi-même. Et le but final de ce projet de me demander et de demander si ces artistes en fuite vont arriver, vont parvenir à transcender l'instabilité ambiante à laquelle ils participent pour trouver le moyen de réenchanter le monde. C'est ça mon travail actuellement. Il y a aussi quelques notions qui sont inspirées des follies, qui sont des espèces d'architecture dans les jardins anglais, qui sont des architectures complètement déstructurées. Oui, loufoques, etc. Ou la fête des fous, par exemple, au Moyen Âge, où les prêtres se déguisaient et chantaient et faisaient toutes sortes de choses dans les églises. Ou, par exemple, la fin d'une parade de mode qui est complètement déjantée. Alors, ça s'inspire d'un peu tout ça, mais je vous assure qu'il y aura de la lumière à l'intérieur de tout ça. Ah, là, nous en sommes sûrs. Certainement. De toute manière, vous nous avez déjà enchantés par cet avant-goût, disons, de votre texte à venir. Nous savons que vous êtes actuellement, je le disais au début, en Gaspésie et que vous donnez des cours, en quelque sorte, que vous dirigez un atelier d'écriture. Quels conseils donnez-vous aux jeunes apprentis en écriture? Ouais, je vais leur dire, méfiez-vous des règles. Méfiez-vous des conseils que vous donnent les écrivains. Ils ne sont peut-être pas pour vous. Ces écrivains-là font partie d'une école, de toute façon. Ils sont tous rattachés à une forme de pensée ou de sensibilité qui n'est peut-être pas la vôtre.
En tout cas, pas à 100%. Adaptez ce qu'ils vous disent. Prenez ce qui fait votre affaire et créez-vous une méthode personnelle et composite, euh, mais un composite de peut-être quelques écrivains, et restez aux aguets. Ils pourraient peut-être avoir un peu raison, ces écrivains-là, et avoir une certaine part d'influence sur vous, même s'ils ne sont pas de la même école que vous, parce que vous êtes en train d'inventer la vôtre. Inspirez-vous de disciplines autres que littéraires, peinture, sculpture, architecture, musique, etc. Ne soyez pas descriptif. Je vais dire ce que Tchekhov disait, mais en russe, que je ne connais pas, je vais le dire en anglais, qui est beaucoup plus efficace. Don't tell, show. Ne me racontez pas ce que vous avez à me dire, montrez-le-moi. Partez de vos questionnements, partez de vos faiblesses par rapport à l'écriture plutôt que de votre force. Partez de vos manques, de votre petit boitillon, de votre infirmité, du fait que vous êtes plutôt visuel comme moi, ou auditif, ou kinesthésique. Écrivez avec vos 5 sens. Parlez-nous de goût, d'odeur, de toucher. Faites quelque chose de différent. Créez un monde, votre monde, qui vous ressemble. Il est unique. Comment allez-vous rendre par écrit, c'est-à-dire partager les émotions que vous ressentez? Et préparez-vous surtout à entrer dans un tunnel, parce qu'écrire, ce n'est pas toujours, tous les jours dimanche. Duras disait, écrire quand même, malgré le désespoir. Et après, il disait non. Écrire avec le désespoir. Surtout, apprenez à lire comme un écrivain, c'est-à-dire d'abord dans vos lectures, parce qu'il faut beaucoup lire. Et comment ce petit bout-là que je viens de lire chez tel auteur m'a touché, m'a agacé, m'a charmé. Mais comment surtout cela est-il fabriqué de façon technique? Apprenez à vous relire, à retravailler, à questionner le texte, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe, chaque chapitre. Et encore Duras, écrire, c'est effacer, recommencer. C'est une excellente leçon pour les traducteurs aussi. Vous savez, que nous allons retenir certainement. Voulez-vous nous lire un passage du Tranquille? Je pense qu'on a le temps encore pour un petit passage. Est-ce que je fais de la page 10 à la page 13? Oui. Ouais. Voulez. Je ne sais pas si vous aurez le temps de le lire en roumain. C'est pas grave, on l'entendra en français. D'accord. Les lecteurs roumains pourront acheter le livre et le lire eux-mêmes. Le sage qui s'entretient avec Muxi se nomme Chang, le plus jeune membre de son conseil privé. D'habitude, écrivent sur lui les espions impériaux dans leurs rapports mensuels. Sa chambre reste éclairée une partie de la nuit. D'après ses serviteurs, questionnés sous la menace de se faire couper la tête, il potasse les vieux livres. L'homme a la voix grave, le ton posé, corps long, visage maigre, encadré d'une barbichette plus poivre que sel, et des yeux bleu foncé qui pâlissent quand le ciel vire à la neige. Chang est un alias. Son vrai nom est Jacques Trévier, l'un des Occidentaux qui en savent le plus sur le passé de la Chine et sur son avenir qui s'annonce, à vrai dire, mal, très mal. Le métier d'horloger à la cité interdite occupe le gros de son temps. L'air impassible, ses apprentis disent de lui qu'il les aime au point de les faire suer sang et eau. Il les connaît juste assez pour savoir comment ils le dépasseront en adresse. Et pour que ce jour n'arrive jamais enfin, le plus tard possible, il transmet ses enseignements au compte-gouttes. Sinon, Trébier aime les livres, des livres sur tout, sur rien et n'importe quoi. Parmi eux, celui qui porte sur Baël, une île quelque part dans l'océan Indien.
Journée bien remplie, courte nuit, ces soirées sont sans histoire. En dehors de sa vénération pour les livres, personne ne lui connaît d'autre passion, aucun vice, aucune dépendance, aucun attachement, ni pour une femme, ni pour un homme. Il mange de façon frugale, il ne boit pas d'alcool et la fumée n'a jamais traversé ses lèvres. Il est à l'aise mais demeure discret sur les sujets. Il ne possède ni oiseau en cage, ni poisson rouge en bocal, ni chien, ni chat, ni singe d'agrément. Et pour rien au monde forcerait-il des arbres à vivre en pot pour les rendre nains et immortels. Pas même de bassin où fleurissent les lotus dans la cour de sa maison comme en possèdent les mandarins de son rang. Il ne fait aucune gageure, n'assiste jamais au combat de coq, ne joue pas au mahjong. Mais à l'occasion de cet harmonium séquestré dans sa chambre, et dont la voix s'enrhume quand il manque d'air, Bach, essentiellement, mathématique de l'âme. Il n'assiste à l'opéra que par obligation, il déteste l'opéra, il n'y comprend rien. Les cerfs-volants, les feux d'artifice et les courses de bateaux dragons ne l'intéressent pas plus que les plaisirs courants. Repas bien arrosés, sexe, opium. Sa vie semble d'un ennui mortel. Pourtant, disent ceux qui le fréquentent, il a l'air heureux. Sa maison endormie, il passe des heures à lire des ouvrages de la bibliothèque impériale qu'il achète au marché noir à des prix indigestes. Une folie, les livres. Avant de se mettre au lit, il s'adonne au mouvement d'une lente et ancienne gymnastique. Question de garder son corps aussi alerte que son esprit et de tenir éveillés les espions de l'empereur jusqu'à tard dans la nuit. Puis, il éteint la lampe, s'endort vers 1 heure du matin, se réveille à 4, pile, frais comme une rose, fait sa toilette, boit un premier thé, oolong, un deuxième, oolong, troisième, oolong, quatrième, etc. En rentrant du travail, lorsqu'il enlève ses vêtements de cour pour revêtir une tenue simple, son visage se détend. Malgré un fond de mélancolie qu'il traîne depuis l'enfance, il se montre enjoué et généreux envers ses domestiques qui lui rendent la vie, dit-il, douce. Merci. Merci Gilles de cette belle leçon de littérature. Merci de votre présence et espérons que quand même la pandémie va prendre son départ plutôt et qu'on pourra se voir réellement. Ouais, j'aimerais énormément. Merci encore. Un grand merci. Et on attend le livre pour le traduire, le futur. D'accord? D'accord. C'est promis. Parfait. Un grand merci, Rodica et Alina, et monsieur, je ne me rappelle plus de son nom. Botta. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bon festival.